Bonsoir à tous. Et une fois n'est pas coutume, je vais citer Gloria Steinem dans Une révolution intérieure. Peut-être partageons-nous des histoires comme des explorateurs partagent des cartes, dans l'espoir d'accélérer nos voyages respectifs, tout en sachant que celui que nous ferons sera unique. Voilà une phrase qui porte littéralement le nouveau spectacle de Virginie Thirion. Elle est l'invitée de LCR ce soir. Souvent, je rêve d'elle, de ma mère morte. Dès que je m'endors, hop, elle est là, avec son air de dire « Je ne dis rien, mais je n'en pense pas moins ». Ma mère était de ces personnes qui, sans jamais revendiquer d'être au centre, font toujours en sorte d'y rester. Je ne dis rien, mais je n'en pense pas moins. Et voilà, elle remet ça. Qu'est-ce qu'elle me veut? J'ai beau lui poser la question, pas de réponse. Pour revenir comme ça tout le temps, c'est bien qu'elle me veut quelque chose. Mais quoi? Voilà, mystère, hein, il faut aller au spectacle, évidemment, c'est ça, les avantages du teaser, c'est pour allécher un petit peu. D'ailleurs, au cinéma, quand ils mettent des bandes annonces, je ne sais pas si vous avez déjà remarqué, c'est que... ils disent tout. Ils disent tout. Ah oui, ça me désespère, quoi. Ouais. Pourquoi y aller? Bah oui, c'est ça. Ça n'a plus aucun sens. Bonsoir, merci d'être là. On va parler d'un Comme un poisson sans bicyclette. Est-ce que c'est important tout d'abord de savoir d'où on vient? Je crois, oui. Je crois, c'est une façon un peu, vous citiez la citation de Gloria Steinem, je crois que c'est important, oui, pour se sentir plus forte, pour avancer, plus sûre, et pour affirmer ses choix, et pouvoir décider. Savoir ce qui s'est passé en dessous, voilà. Tous ces non-dits, tous ces tabous. Voilà. Sachant que on peut en hériter sans s'en rendre compte. Et puis sans s'en rendre compte. Et puis surtout, on n'hérite pas des fautes des autres. Je veux dire simplement, ça constitue son histoire. Et ça, je pense que c'est une conscience qu'il est très important d'avoir. Et quelle histoire, hein. C'est la vôtre, et puis vous avez la vôtre côté maternel. Hein, oui, tout à fait. Et vous avez voulu rendre ça de façon universelle, parce que finalement, ça nous touche tous. Et toutes, peut-être surtout plutôt toutes, on va en parler. Vous êtes sur ce sujet depuis 2019 tout de même, donc ça vous travaille. Vous avez fait d'autres spectacles depuis, mais je veux dire, c'est quelque chose qui est là, qui est dans votre tête depuis longtemps? Oui, depuis longtemps finalement, peut-être depuis la mort de ma mère. Voilà, le décès de votre maman. Depuis que ma sœur et moi, nous avons constaté qu'elle ne nous avait pas livré à toutes les deux la même histoire qu'entre à notre généalogie. Voilà, donc votre arrière-grand-mère, votre grand-mère décédée très jeune, oui. Et puis votre maman qui décède avec ses secrets finalement, ou ces histoires qui ne sont pas les mêmes, vous venez de le dire, plus édulcorées peut-être pour votre sœur, plutôt pour vous? Pour moi, une version brute, noire, pourrait-on dire. Suicide éventuel. Oui, tout à fait, et qui, étonnamment, je suis la plus jeune, et c'est à moi qu'elle l'a livrée. Voilà. Qu'elle l'a déposé. Et c'est ça aussi qui a été un moteur de réflexion pour moi et de recherche. Et ça, vous ne savez pas pourquoi? Non. Je fais des hypothèses. Venez voir le spectacle, mais Parce que c'est tétanisant quand même, non? Oui. C'est troublant, c'est-à-dire qu'on a un petit peu l'impression que tout ce qu'on croyait sûr est remis en question. Et à partir du moment où la remise en question se met en branle, ça ne s'arrête plus. Tout peut être remis en question, tout le temps. Vous ouvrez une porte, et puis vous découvrez une porte, et vous découvrez une porte, et vous découvrez une porte, et vous découvrez une porte. C'est déstabilisant, c'est parfois désespérant, mais c'est passionnant. Ouais. Il y a un autre déclic qui s'est passé un peu plus tard. Vous êtes professeur à l'INSAS, et puis en mars, il y a toujours la journée internationale de la lutte contre les violences faites aux femmes. Oui. Et là, il y a une réunion de jeunes, mais les profs ne sont pas admis. Et le lendemain, vous voyez vos élèves, plutôt féminines, qui vous fait bien sentir que vous n'êtes plus de leur génération. Oui, c'est-à-dire qu'il y avait quelque chose le lendemain, dans l'école, c'était le 10 mars 2020, le lendemain, dans l'école, c'est comme si les murs résonnaient encore de plein d'histoires, et tout le monde était très ébranlé par ce qui s'était passé, ce qui était raconté, ce qui était partagé, surtout. Je crois que la notion de partage a été très importante, et la sensation que, non, toi, tu fais partie de l'ancien monde, ce que tu nous livres et qu'on ne veut plus. Et donc, ce n'est pas contre toi, mais ce n'est pas forcément avec toi. Et ça m'a vraiment interpellée. Ouais, vous ne comprenez pas au début? Au début, je ne comprends pas tout à fait. J'ai l'impression de... C'est limite vexant, presque, quoi.
Enfin... Oui, en tout cas, encore une fois, déstabilisant. Ouais. Et puis, quelques jours après, nous sommes confinés. Et là, je me plonge dans plein de livres. Et j'ai l'impression d'avoir, c'est la découverte, la terra incognita. Voilà. Vous connaissiez pas la littérature féministe, pas trop de loin, je veux dire, dans une espèce de... On a l'impression, parce que on se bagarre pour ses droits, parce qu'on mène des combats, on a l'impression de connaître les choses. Mais ce que j'ai découvert, c'est vraiment ces femmes qui, en fait, analysent les ressorts de... comment le patriarcat se maintient, les ressorts d'une forme d'oppression féminine. Et d'en apprendre les détails, j'ai trouvé ça passionnant. Vous plongez dans les lectures de, évidemment, Simone de Beauvoir, Deuxième sexe, c'est un peu le classique, mais aussi Mona Chollet, enfin il y en a plein. Bien sûr, Rebecca Solnit. Ouais. Et là, un monde s'ouvre. Oui, vraiment. Et ça a vraiment suscité chez moi une réflexion où je me dis, face à ces jeunes étudiants qui disent, bah voilà, t'es plus de ce monde, j'ai eu l'impression que réparer, certainement pas parce que ça aurait des allures de justification, mais la question de savoir comment préparer le futur, ça, je trouve ça, encore une fois, oui, passionnant. Je sais pas comment dire autrement, parce que je me sens vraiment engagée dans cette quête. Et vous êtes une femme de théâtre, on vous connaît pour de nombreux spectacles. Vous vous dites, je vais m'emparer de ça via le théâtre, via un collectif, via des comédiennes et des comédiens aussi d'ailleurs. Ça n'a pas été évident. J'ai rassemblé plein de matériaux disparates en me disant, j'ai l'impression que ça va avoir ensemble, mais je ne sais pas pourquoi. Allons-y quand même. Et puis j'ai réuni, en sortir du Covid, j'ai réuni des comédiens, comédiennes en me disant, allez, on passe 2 semaines ensemble, peut-être qu'au bout de 3 jours, on n'aura plus rien à se dire et on se quittera bons amis, ou alors on continue, et on a continué. Elles sont venues facilement, les Laurence Warin, Caroline Berliner, Coraline Clément, les autres sur votre projet, parce que c'est quand même un projet personnel à la base. Oui, mais c'est pour ça que je ne voulais pas les mettre en position d'écrire à ma place, de réfléchir à ma place, et c'était vraiment leur proposer de la matière et voir ce qu'ils et elles en faisaient. Et ça a été très bien, parce que il y a quelque chose qui s'appelle l'intelligence du jeu, et l'intelligence de ces comédiens et comédiennes-là, qui en fait ont montré cette capacité à faire du sens à travers toute cette matière disparate, qui pour moi a été fondamentale pour élaborer le projet. Ouais. L'intelligence du groupe aussi, j'ai l'impression, non ? Complètement. C'est plus simple de se retourner sur des choses un petit peu difficiles quand on est plusieurs ? Oui, parce que ils sont tous intelligents et maîtres dans leur art. Je les admire tous, sinon je ne les aurais pas invités à venir travailler avec moi, ou en tout cas, ils m'ont tous donné l'envie de quelque chose. Et je dois dire que c'est une façon aussi de faire confiance au groupe, d'être porté par le groupe. Encore une fois, pas pour qu'ils fassent le travail à votre place, mais parce qu'ils continuent d'être inspirants, en fait. Tous et toutes, ils sont très inspirants. Ces femmes qui étaient avant vous, votre arrière-grand-mère, votre grand-mère, votre mère, vous les voyez différemment maintenant ? Complètement, ouais. Tout à fait. Quelque chose s'est passé. Oui, tout à fait. J'ai vraiment l'impression, comme il est dit dans le spectacle, de leur avoir donné non seulement la parole, mais aussi une voix pour être entendue. Et moi aussi, du coup. Moi aussi, je peux les entendre. Ouais. C'est des personnalités particulières. Votre arrière-grand-mère, elle tenait un bordel, c'est ça, dans l'Aube ? Voilà, à Mailly-le-Camp, donc attenant à un camp militaire. Ça, vous le saviez quand même c'est compliqué, c'est le genre de choses qu'on vous dit, ou quand vous recoupez vous-même les informations, quand vous mettez vos vieux parents face à leurs incohérences, tout à coup, il y a des choses qui se lâchent, mais c'est pas évident. Et puis il y a soi-même une espèce de surmoi comme ça qui fait qu'il y a des choses que vous apprenez, puis vous oubliez, puis vous redécouvrez, et puis vous les prenez différemment, et puis vous mettez ça en résonance avec l'histoire du siècle. Et là, il y a plein de choses qui se comprennent, et beaucoup de colère aussi, qui vous viennent. Colère face à quoi ? Face à ces silences dus à un patriarcat qui est tenace, qui est encore là par exemple, les bordels militaires de campagne, ça n'existe pas quasiment officiellement. Hein. Moi, il y a des informations que je vois passer, comme ça, même aussi sur Internet, et puis hop, ça disparaît, et puis les choses sont dites, ou pas dites du tout. Complètement. Alors qu'en fait, là, il s'agit d'une réalité française. Ça se passait dans la région de Troyes, c'est ça Oui, mais en fait, vous apprenez que dans toutes les villes françaises qui avaient un minimum de garnison, il y avait un bordel militaire. Donc, j'ai compris que j'avais grandi dans une ville, à Dijon, où il y avait un bordel militaire, qui avait aussi une certaine renommée, que j'ai une maison de campagne près d'une ville qui a eu aussi des bordels militaires. Rien dans l'histoire de la ville, quoi. Tout ça est invisibilisé. Les mémoires des généraux qui vous racontent la vie au camp militaire de Mailly-le-Camp, ça n'existe pas. Alors qu'en fait, les bordels militaires ont été créés aussi pour éviter les viols récurrents des jeunes soldats. Ouais. Sur scène, qu'est-ce qu'on peut voir en fait ?
sur la scène de l'Océan Nord? Alors on voit des actrices et des acteurs au travail dans la reconstitution et dans l'exploration de cette histoire. C'est ça qui est assez génial. Il y a un film, j'ai oublié le nom d'ailleurs, j'aurais dû mieux me renseigner, mais il y a un film qui revient aussi comme ça sur la mémoire de quelqu'un qui est décédé. C'est une actrice qui reprend le rôle, mais même le travestissement de la mère de la réalisatrice. Enfin bon, je veux dire, si je parle de ça, c'est parce que le théâtre, ça vous aide à aller rechercher ça, à aller déraciner ça. Oui, et puis c'est un outil de partage qui est juste fantastique. Partage avec vos collaborateurs et puis aussi partage avec le public. Comment est-ce qu'on organise ce partage quand je parle du spectacle, je dis non, il n'y a pas de photo de moi, ni de ma mère, ni de ma sœur, ni de... Ça ne m'intéresse pas. Par contre, que chacune puisse projeter des figures de sa famille au travers de ces voix-là, ça m'intéresse. Vous croyez que chacun projette? Oui, à mon avis, oui. Oui, parce que ça, on a déjà fait des présentations d'étapes et j'ai toujours été très émue de voir que des femmes plus jeunes que moi, notamment, me disaient, tu sais, on change les noms et en gros, c'est l'histoire de ma famille. Et là, on n'y croit pas. On dit que ça a bougé. Peut-être pas tant que ça, donc il est temps d'y aller. On va les citer, hein, les comédiennes et comédiens qui sont là. Donc Caroline Berliner, c'est pas ordre alphabétique, hein, Coraline Clément, Émilie Flamand, Arthur Marbet, Anne Romain, Jean-Gabriel Vidal-Vendré et Laurence Soirin. Oui. C'est une belle équipe, hein, quand même. Très belle équipe. Très belle équipe qu'on salue d'ailleurs s'ils nous regardent. C'est jusqu'au 10 février sur les planches. C'est pas des planches, c'est du béton, mais enfin bon, c'est une expression un peu vieillotte. C'est un mauvais sens. De l'Océan Nord, c'est à Scarbeck. Vous avez un coup de cœur, vous m'avez dit. Moi, le bouquin qui m'intéresse, c'est Le prix à payer. Je ne connaissais pas. Oui, Le prix à payer de Lucille Quillet. Et c'est juste, elle fait en fait le point sur la place de l'argent dans les couples hétérosexuels et dans les couples en général. Et c'est juste un outil de compréhension de ce que nous vivons au quotidien et du conditionnement que nous avons, notamment les femmes, dans notre rapport à l'argent, qui est juste passionnant et ça se lit mais comme un roman. Ah, ça donne envie. Ouais. Merci beaucoup. Le spectacle s'appelle Comme un poisson sans bicyclette. C'est évidemment une allusion à un slogan féministe qui dit bien connu. Une femme sans homme, c'est comme un poisson sans bicyclette. Eh oui. Merci beaucoup. Je vous en prie. Virginie, nous on se retrouve demain avec d'autres invités. Bonsoir. Merci. Merci.